Mesdames, Messieurs, bonjour, Frédéric Dan. Et pour vous servir pour cette deuxième matinée, cette deuxième matinale consacrée à la biomasse par entreprise pour environnement. Hier, on a vu la mise en place. Aujourd'hui, les gisements. Aujourd'hui, finalement, le foncier, les sols, l'artificialisation. Mais je passe la parole tout de suite à Claire Tutenuy. Bonjour, vous êtes la déléguée générale d'EPE. Introduisez-nous ce débat. Merci beaucoup Frédéric. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Effectivement, hier, le premier webinaire nous a montré l'abondance des demandes pour la biomasse de nombreux secteurs et de plus en plus le secteur de l'énergie à la place des fossiles. On a vu 3 points au-delà de cette abondance. On a vu qu'en fait, le gisement de biomasse allait être mobilisé aussi en fonction de logiques économiques très fortes, mais dont aucune n'est exempte de politique publique. Donc on voit qu'on va avoir à la fois un mélange de logique de marché, de logique de politique. On a vu également que les secteurs de l'agriculture et de la forêt étaient tout à fait prêts à monter en puissance avec les bons modèles économiques, mais qu'en revanche, pour monter en puissance, ils auront besoin de terre. Or, ça fait 20 ans à peu près qu'on parle il y a trop d'artificialisation, trop d'étalement urbain, est-ce qu'on peut le ralentir? Pour le moment, l'expérience montre qu'il n'est pas ralenti, que ce soit pour la ville, pour les infrastructures, pour les centres commerciaux, pour les zones logistiques aujourd'hui. Et donc, il est extrêmement important de voir, est-ce qu'on peut infléchir cette dynamique? Comment? Et donc, nous avons le plaisir aujourd'hui, je repasse la parole à Frédéric pour qu'il vous présente cette matinée. Merci Claire. Alors cette matinée, oui, consacrée donc à l'artificialisation, au foncier, à cette autre ressource devenue rare qu'est le foncier. C'est bien joli de vouloir de la biomasse. La biomasse, ça pousse bien quelque part. La biomasse a besoin de sol. On veut utiliser la biomasse pour plein d'usages possibles. Il y en a un derrière. Avec le colza, on peut faire plein de choses. Mais tout cela, voilà, ça a été abordé en partie hier. Il y a une logique surfacique, il y a une logique de surface. On a besoin de place, mais cette place, tout le monde la veut. L'agriculture, évidemment, mais aussi les espaces naturels et récréatifs, mais aussi et surtout aujourd'hui la ville, l'urbanisme. L'artificialisation des terres, on en parle, on va en parler ce matin. Comment allouer la ressource entre le bâti finalement et le reste. Vous savez qu'il y a un objectif national qui est le zéro artificialisation nette, qu'il y a beaucoup de documents d'urbanisme et de planification à plein d'échelles différents. Est-ce que tout ceci est bien cohérent donc entre ces documents, est-ce que tout ceci est bien cohérent avec Lausanne? Est-ce que tout ceci permettra un usage plus important, mieux gouverné? C'est un sujet qui a été abordé hier et qui sera aussi abordé en fin de semaine, mieux gouverné de la biomasse entre les différents usages. On va voir ça ce matin avec Julien Foss, avec William Aucan, avec Sandra Moati, avec Hélène Pesquine et Guillaume Saint-Denis. Bonjour à toutes et à tous. On a presque atteint la parité par rapport à hier. Il y a du progrès et j'en suis ravi. Julien Foss, on va démarrer avec vous. Vous allez nous cadrer les choses. Vous êtes chef de projet agriculture et biodiversité et adjoint à la directrice du développement durable et numérique de France Stratégie depuis novembre 2007. Vous êtes l'auteur d'un rapport, d'un travail important sur le niveau de l'artificialisation en France. On vous écoute pour nous cadrer le sujet. C'est à vous. Bonjour, merci de cette invitation. Alors, j'avais quelques diapositives à passer pour poser des éléments de diagnostic concernant ce zéro artificialisation nette et les principaux éléments qu'on a présentés dans ce rapport qui date maintenant d'environ 1 an. Alors, pourquoi on parle du zéro artificialisation nette? Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, on a un peu tendance en ce moment à entendre des éléments de langage qui consisteraient à dire que le zéro artificialisation nette, c'est un sujet qui ne concerne que les urbanistes, que le monde de l'immobilier. C'est un sujet qui nous concerne tous, parce que la limitation de l'artificialisation est un élément de réponse à ces 2 grands défis environnementaux que sont le réchauffement climatique, puisque les sols sont une source majeure de séquestration de carbone, et puis bien évidemment de lutte contre l'érosion de la biodiversité, cette 6e extinction de masse qui concerne la biodiversité à l'échelle planétaire, mais qui concerne aussi notre biodiversité beaucoup plus localement. Atteindre cet objectif zéro artificialisation nette, ça a été dit hier, ça implique d'arbitrer un certain nombre
d'usage entre agriculture, alimentation et bien évidemment d'intégrer les éléments d'aménagement du territoire. Alors, sur le diagnostic, diapositive suivante, s'il vous plaît, la France a quand même une situation et un positionnement très particulier. Quand on regarde le niveau d'artificialisation dans le sens de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers en France, ramené à la densité de population en comparaison d'autres grands pays européens, on se rend compte quand même qu'on est largement au-dessus de la moyenne. C'est 47 km² pour 100 000 habitants artificialisés en France, contre 41 en Allemagne, au Royaume-Uni, Pays-Bas, Espagne ou Italie, donc des grands pays développés occidentaux assez semblables aux nôtres, on est à 30 ou en dessous de 30. En termes de chiffrage, il y a pas mal de débats, pas mal de méthodes qui sont utilisées, mais on est entre 16 000 et 64 000 hectares artificialisés par an. Et diapositive suivante, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, Julien Fausse, de 16 000 à 64 000, on passe du simple au quadruple. Pourquoi il y a un tel écart? En fait, il y a trois principales méthodes de quantification. La première, c'est Corinne Landcover, c'est une méthode de télédétection qui est gérée au niveau européen. Et donc, on a un niveau d'interprétation d'images satellitaires qui est assez fin. Donc, c'est le 16 000. À l'autre bout du spectre, c'est Terutiluca, qui est une enquête menée par le ministère de l'Agriculture, qui envoie sur le terrain des observateurs, et à partir de ces observations, on extrapole un certain nombre d'impacts sur les sols. C'est le chiffre de 64 000 hectares. Nous, dans le rapport, on a utilisé les chiffres des fichiers fonciers, c'est-à-dire les données du cadastre, qui montrent qu'on est à un niveau de consommation d'environ 20 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers par an. Donc voilà, trois méthodes différentes avec trois éléments de chiffrage différents. Ce qui est intéressant, c'est pas tant le chiffre absolu que la tendance. Et c'est ce qui est présenté sur la diapositive suivante. Ce que vous pouvez voir sur ce graphe qui vous montre, donc là, ce sont les données Terutiluca sur la courbe verte pleine, donc la consommation moyenne d'espaces naturels, agricoles et forestiers depuis 1985, on se rend compte que bon an mal an, on est autour de 50 000, 60 000 hectares. Donc on a un niveau de consommation qui est finalement assez constant, malgré toutes les politiques publiques et tous les messages qui ont été passés au cours des 30 dernières années autour des questions de lutte contre l'étalement urbain, la sobriété foncière et aujourd'hui le zéro artificialisation nette, qui est une nouvelle manière de mettre dans le débat public cet enjeu fondamental. Alors, diapositive suivante, cette artificialisation, elle est quand même très hétérogène sur le territoire national. C'est ce qui vous est représenté sur cette carte du CEREMA, avec par commune le niveau de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. En rouge, sans surprise, ce sont les métropoles, les zones côtières pour lesquelles on a une consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers qui est très importante. Et puis en vert et en bleu, c'est la diagonale du vide, ce sont les communes où on va avoir dans un certain nombre de cas des gains d'espaces naturels, agricoles et forestiers, c'est-à-dire en fait des parcelles de terre qui étaient engagées dans des processus immobiliers et puis ça se fait pas et donc on retombe dans la catégorie des espaces naturels, agricoles et forestiers. L'intérêt de cette carte... Quand on voit une carte comme ça, Julien Fausse, on se dit qu'il n'y a pas de problème d'artificialisation. Finalement, c'est très concentré à certains endroits. L'essentiel de la France est vert, est pleine d'espaces naturels, agricoles et forestiers, donc n'est pas concerné par l'étalement urbain finalement. Ou c'est trompeur? Le problème, c'est que ce qui est trompeur, c'est qu'on a, et cette carte le montre bien finalement, c'est qu'on a des dynamiques et donc des logiques de politique publique qui doivent être extrêmement adaptées aux contextes locaux. L'étalement urbain, comme vous le voyez sur cette carte, en zone en Île-de-France, qui est quand même la région la plus peuplée en France, va pas du tout gérer de la même manière que dans le Cantal ou au milieu de l'Auvergne, bien évidemment. On a quand même ce stock de consommation d'ENAF, ce stock de consommation de terres libres qui est beaucoup plus important en France que dans d'autres pays européens. Donc on a, si on regarde des cartes comparables dans d'autres grands pays européens, un niveau d'artificialisation qui certes est concentré sur des grandes métropoles et les zones côtières, mais qui reste beaucoup plus important que ce qu'on peut observer dans d'autres États. Et donc cette particularité-là, il faut quand même la traiter à un moment donné. Diapositive suivante, s'il vous plaît. C'était les causes. Qu'est-ce qui explique cette artificialisation?
Alors, l'habitat, la construction, c'est environ 42% de l'artificialisation de la consommation des terres, notamment des terres agricoles. Ça, ce sont les données Terruti du cas. Arrivent ensuite les infrastructures de transport, notamment les réseaux routiers, qui sont finalement assez dépendants des logiques d'urbanisme et d'immobilier. Et puis, on a ensuite le foncier économique, notamment le foncier agricole. Il ne faut pas perdre de vue que l'agriculture, avec les grands bâtiments d'élevage, avec un certain nombre d'infrastructures, contribue aussi à l'artificialisation. Et ce foncier économique qui aujourd'hui fait débat, puisqu'on parle de plus en plus de l'artificialisation liée aux grands entrepôts, à la logistique, occupe finalement une place assez réduite par rapport à l'habitat. Enfin, dernière diapositive, je crois, de mémoire, comment on peut répondre à cet objectif zéro artificialisation nette. On a testé différentes hypothèses, différents scénarios de réduction de l'artificialisation en France. Ce qu'on montre, c'est si on est dans un scénario tendanciel, c'est-à-dire que si on maintient des nouvelles constructions jusqu'en 2030 à un niveau semblable à ce qu'on observe aujourd'hui, avec un taux de renouvellement urbain, c'est-à-dire par de nouvelles constructions sur des parcelles déjà artificialisées semblables à ce qu'on observe aujourd'hui, donc 0,43. Si on a un niveau de densité de ces nouvelles constructions semblable à ce qui est observé aujourd'hui en moyenne 0,16, on se rend compte que d'ici à 2030, on sera à environ 20 000 hectares par an de terres artificialisées, et donc en cumulé, c'est 280 000 hectares, l'équivalent de la superficie du Luxembourg. Donc une artificialisation très importante avec des impacts sur la biodiversité et la séquestration de carbone qui seront conséquents. Et puis on a testé d'autres hypothèses, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais on se rend compte que si on propose des schémas de densification des nouvelles constructions, avec des constructions plus nombreuses sur des parcelles qui sont déjà artificialisées, avec des constructions plus denses, ce qui implique donc des modèles d'urbanisme particuliers, eh bien on pourrait réduire très fortement cette consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers, aller d'ici 2030 à une consommation d'environ 5500 hectares, donc diviser par 4 l'artificialisation brute, et puis l'idée qu'on a derrière, c'est ce reliquat de terres artificialisées, on peut essayer de le compenser, entre guillemets, par de la renaturation, par de la désartificialisation lorsque c'est possible, et ainsi atteindre l'objectif zéro artificialisation nette à partir de 2030. Voilà vraiment très rapidement les éléments diagnostiques et puis les éléments un peu de prospective qu'on a publiés et mis dans le débat public il y a 1 an maintenant. Merci Julien, vous avez été précis, vous avez défini de vous-même avant que je vous le demande ce qu'est le taux de renouvellement urbain, le taux de RU. Donc on a bien compris, hein, le gisement il est déjà là, le gisement de la nouvelle urbanisation. En fait la densification est possible, on augmente le taux de renouvellement urbain, on augmente le taux de densité et éventuellement en plus on libéralise le prix des terres agricoles, c'est ce que vous voulez dire. On en parlera tout à l'heure avec Guillaume Sainteny, mais c'est-à-dire on revient sur tout le boulot des SAFER depuis qu'elles existent. On libéralise le prix du foncier agricole. Alors, ce qu'on montre dans les petits modèles qu'on a développés, ce sont des modèles qui mériteraient vraiment d'être améliorés, mais on se rend compte que l'effet du prix des terres agricoles est finalement assez marginal dans la réduction de l'artificialisation par rapport à la densification. Même si la question du prix des terres agricoles est un élément d'explication majeur, notamment en zone périurbaine et en zone rurale de l'artificialisation, parce qu'on a cette particularité en France d'avoir un prix des terres agricoles beaucoup plus bas en moyenne que ce qu'on observe dans d'autres pays européens. Ça s'explique historiquement par des logiques d'incitation à l'installation des agriculteurs, donc, mais ça fait partie des éléments d'explication qu'il faut aussi aborder. Donc, les terres n'étant pas très chères en France, on a plus de facilité que dans un autre pays où elles sont plus chères comme en Allemagne pour les artificialiser. Voilà, c'est ce que vous dites. Oui. Petite question de définition avant de démarrer un premier tour de table. L'artificialisation, c'est quoi? Est-ce que tout le monde est d'accord sur la définition? Alors, non, tout le monde n'est pas d'accord. Et ça fait débat, je pense que ça fait débat depuis 15 ou 20 ans déjà. La définition que nous on a retenue, c'est une définition très statistique. On va considérer comme artificialisé ce qui n'est pas espace naturel, agricole et forestier. Parce que c'est aujourd'hui ce qu'on sait compter le plus facilement.
Après, avec une définition comme ça, on va inclure dans les terres artificialisées eh bien, un jardin public qui s'est développé sur une ancienne terre agricole ou un parking de grande surface complètement bitumé. Et donc là, on a derrière cette notion de terre artificialisée des processus d'artificialisation qui sont très différents, avec des impacts sur le climat et sur la biodiversité qui sont très différents. Donc il y a eu des groupes de travail qui ont été pilotés par le ministère de l'Écologie pour affiner cette définition. Et il devrait y avoir dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois des mesures d'ordre réglementaire qui vont vraiment proposer une typologie assez fine de l'artificialisation et des différents types d'artificialisation. D'accord. Bon, je ne sais pas si c'est très rassurant, chacun voit artificialisation à sa porte. Effectivement, un grand parc urbain est considéré comme artificiel, un grand champ derrière qui vis-à-vis de l'eau n'est pas forcément, comment dirais-je, tout à fait naturel, est considéré comme un espace naturel. Merci Julien Foss. William Aucan. William Aucan, vous êtes architecte diplômé d'État, urbaniste, vous avez fait partie, vous faites toujours partie, pardon, de la Convention citoyenne pour le climat. Julien Foss était venu vous parler de ces sujets. Bonjour à toutes et tous, merci pour votre invitation. Oui, Julien Foss, ses écrits ont été très ressources à la Convention. Bon, on n'a pas pu aller au bout de la zéro artificialisation nette, je pense que c'est peut-être une critique qu'il nous fera un peu plus tard, mais disons que oui, c'est une personne très connue pour notre groupe. Alors vous qui êtes architecte urbaniste, vous connaissez quand même un peu ce qu'est l'aménagement du territoire. Vous avez découvert dans le cadre de... Alors déjà, peut-être pour nos amis qui nous écoutent et nous regardent, la Convention citoyenne pour le climat, ça s'est passé comment et comment vous avez abordé, en tant que membre de cette convention et ensuite en tant qu'urbaniste, comment vous avez abordé le sujet de l'artificialisation des terres? Alors, la Convention citoyenne pour le climat, c'est 150 personnes tirées au sort, venant de toute la France, venant de toutes catégories socio-professionnelles, avec une histoire différente et des âges différents. Donc, c'est on va dire 150 portraits de la France, une petite France en miniature. Et ça s'est organisé donc sur plusieurs sessions, pris sur des temps individuels, c'est-à-dire le week-end, une fois par mois. Ça devait durer 6 sessions. On va aborder la 9e le jour où on fera la réponse au président. Et donc, cette convention-là de 150 citoyens était répartie en 5 groupes, donc des groupes de 30 citoyens. Et à nouveau, le tirage au sort m'a placé, moi, architecte urbaniste, dans le groupe Se Loger, qui va traiter des questions de tout ce qui est inhérent au logement ou à la construction. Et là, si vous pensez que déjà être tiré au sort, c'est gagner au loto, forcément, arriver dans la commission Se Loger avec mon bagage, c'est super loto, quoi. Donc, justement, alors, du coup, votre métier, différemment, après des exposés comme ceux de Julien Foss et d'autres exposés sur les conséquences sur les sols de l'artificialisation, de l'urbanisation. Et comment vous avez... Alors, allez-y. Oui, moi je voulais juste préciser que j'ai 10 ans de carrière, j'ai comme mentor Frédéric Bonnet, Grand Prix d'urbanisme en 2014, donc j'ai des prédispositions à vouloir économiser la pleine terre. Donc effectivement, je suis arrivé à la Convention citoyenne en connaissance de cause du problème et avec une véritable volonté de vouloir défendre cet élément-là, puisque j'ai pu comprendre qu'à la Convention citoyenne, le français qui n'est pas au fait de ce problème d'artificialisation, déjà se voit buté par le mot, qui est un petit peu complexe pour ça, mais il y a nécessité d'avoir des débats. Et en fait, ce qui m'effraie un petit peu, c'est que cette mesure qui a eu 99% de consensus à la Convention, après des mois d'explications et de débats, va devoir se retrouver en débat public. Il va falloir expliquer et prendre beaucoup de temps du débat pour dire en quoi c'est extrêmement important dans la gestion de la lutte contre le réchauffement climatique. L'impact au carbone, il est évident. Et il est devenu évident pour les citoyens qui ont pris le temps de se pencher sur la question. Mais de prime abord, il est difficile d'accès. Faites-nous un petit cours, rapidement, pourquoi il y a un impact sur le carbone de l'artificialisation? À cause des transports, à cause des constructions, à cause de tout ça, à cause de quoi?
On a eu conscience qu'avec l'artificialisation des sols et surtout le phénomène d'étalement urbain, c'était 30 000 hectares à l'année qui partaient comme ça dans le bétonnage, dans tout ça. Et du coup, l'idée est de se dire que voilà, on a des territoires où les distances s'allongent, la relation domicile-travail, en fait, c'est ce qu'on fait tous les jours. On utilise forcément les transports pour s'y rendre. Donc ça, c'est un lien au carbone d'emblée. Et le deuxième truc, c'est en fait toute la partie stockage de carbone. Vous venez enlever des terrains naturels qui ont la propriété de stocker le carbone, vous supprimez un petit peu la dette qu'on a par rapport à ces rejets. Et donc de rajouter plus de nature, plus d'éléments végétaux permet de capter le carbone. Et puis ça a des liens aussi avec l'agriculture de proximité. L'agriculture de proximité, de faire venir à manger dans son assiette dans le champ d'à côté, est beaucoup moins émetteur de carbone que de le faire traverser les continents et les océans. Voilà. Merci pour cette leçon de choses. Vous avez aussi contribué au cadrage du sujet. Sandra Moatti, vous avez été 18 ans rédactrice en chef adjointe et rédactrice à Alternative économique. Vous êtes directrice aujourd'hui de l'Institut des hautes études d'aménagement des territoires. La question de l'artificialisation, vous la connaissez forcément. Pour vous, c'est quoi d'ailleurs l'artificialisation? Quelle définition vous retenez? Écoutez, bonjour à tous. Je n'ai pas la prétention d'avoir ma propre définition de l'artificialisation. Je vois bien que c'est un objet complexe sur lequel on ne s'accorde. Enfin, en tout cas, c'est un objet ambigu. Et ça fait aussi d'ailleurs de ce nouveau mot d'ordre de politique publique un objet lui aussi ambigu, parce qu'on a plein de bonnes raisons de lutter contre l'artificialisation. On les a là entendues, mais il faut quand même être conscient que toutes ces bonnes raisons ne sont pas forcément compatibles entre elles, en fait. Soyez plus clair. En gros, la première grande raison, on l'a vu, c'est la sanctuarisation des espaces naturels, agricoles, forestiers. Ça ne va pas forcément de pair avec un deuxième objectif qui est la préservation de la biodiversité et les différents services rendus par les sols, que ce soit la séquestration du carbone, la gestion des eaux fluviales, la pollution des sols, de l'air, de l'eau, enfin, que sais-je. Parce que d'une part, l'agriculture, quand elle est intensive notamment, ne remplit pas ces services-là, et qu'à contrario, il y a des sols artificialisés, enfin dits artificialisés, qui en réalité ont de réelles qualités et qui peuvent les rendre. Et le troisième grand objectif, qui vient d'être cité par M. Ockham, c'est celui de la lutte contre les effets d'étalement urbain, et notamment des effets d'étalement urbain sur les émissions de gaz à effet de serre. Et là, on voit que l'objectif de densification, d'intensification urbaine peut se heurter à l'aspiration à vivre dans des villes plus respirables, plus fraîches, plus végétales, etc. Donc, il y a des effets indéniables de la densification sur la biodiversité, des nuisances pour l'homme, et donc, densifier ou verdir les villes, il y a malgré tout quand même une petite contradiction. Donc, ceci étant dit, je pense que ça doit nous inciter à être très attentifs à la grande diversité et hétérogénéité des processus d'artificialisation qui existent. Et en gros, je vois à mon avis, selon trois critères. D'une part, la nature des perturbations subies et le type de couvert du sol. Donc, on l'a dit, tous les sols artificialisés ne sont pas scellés sous des couvertures minérales hermétiques. Elles sont pas du tout toutes imperméabilisées. La deuxième chose, c'est le positionnement des sols artificialisés, selon le type d'espace dans lequel ils sont pris, selon qu'ils sont en urbain dense, en périphérie, dans le rural, etc., selon qu'ils interrompent des trames vertes ou bleues, etc., l'artificialisation aura des effets très différents sur le plan de l'hydrologie, sur le plan de la biodiversité, sur le plan du climat urbain, etc. Et puis le troisième élément, c'est la qualité des sols
sur lesquels on va intervenir. Et ça, c'est vraiment très peu pris en compte chez nous. L'affectation, elle est déterminée en fonction de la qualification de l'usage de la zone. Et on peut se demander s'il ne faudrait pas, sinon, totalement inverser l'approche, mais au moins partir aussi de la qualité des sols et que ce soit la qualité du sol qui détermine ce qu'on va faire de ce sol de la manière la plus pertinente en fonction de sa qualité. Donc voilà, le message, c'est simplement que, évidemment, combien on artificialise, c'est essentiel, mais comment et où on artificialise, c'est tout aussi important. Effectivement, c'est un point important qui n'a émergé que récemment, la qualité des sols. On va y revenir. Julien Fausse, il y a un point important que vient d'aborder Madame Moiti. Est-ce que dans vos projections, vous aviez prévu, a priori non, l'effet confinement, c'est-à-dire la volonté d'urbain de foutre le camp dans les villes moyennes, ce qui pourrait occasionner aussi un déplacement, une délocalisation de la demande foncière, de l'urbanisation. Est-ce que c'est une tendance réelle, forte, ou juste un fantasme? Et est-ce que ça peut modifier le dernier slide de votre présentation? Alors, donc, le rapport a été rédigé bien avant le Covid. Je crois qu'il faut... Est-ce que c'est un fantasme ou pas? Est-ce qu'on est sur un lieu commun qui consiste à dire qu'il va y avoir, après le Covid, une vraie volonté d'accéder à des espaces naturels, à des jardins? Est-ce que c'est quelque chose qui va s'installer dans le temps ou pas? Il faut attendre pour voir si on a affaire à une véritable tendance de fond. Après, la question, pour rebondir sur ce qui a été dit, de cet accès à la nature et de cette incompatibilité qu'il y aurait avec une densification des constructions des villes, il y a différents modèles de densification qui n'interdisent pas l'accès à des espaces partagés, à des espaces naturels. Et il y a aussi une question d'ordre sociologique qui consiste à créer, à concevoir un récit qui va rendre désirable tout ça. Et ça reste à faire. Concevoir un récit, vous le dites fort bien, effectivement, demain, on nous demande d'habiter plus dense et en même temps on veut de la nature et en même temps on demande à l'agriculture d'être moins intensive, d'être plus arborée, d'accueillir plus de biodiversité, donc sans doute avec une perte de rendement qui pourrait être compensée par une augmentation de la surface. On a déjà abordé une quadrature du cercle hier, on voici une deuxième. Vous n'avez pas l'air d'accord, Julien? Sur le fait que le développement d'infrastructures agroécologiques soit, par rapport à votre sujet, qui est celui de la biomasse, synonyme de perte de rendement et donc de diminution des gisements, non. Tout dépend vraiment de la manière dont on conçoit tout ça, du type d'infrastructure agroécologique qu'on développe. Il y a un modèle à construire autour de cette agriculture durable qui permette à la fois de concilier production de biomasse et puis préservation des terres. Il y a un chemin de crête qui n'est pas facile à trouver, mais qui est sans doute accessible. Madame Pesquine, comment on modélise tout ça et comment ça peut se traduire, comment ça se traduit peut-être déjà dans les documents d'urbanisme et de planification? Vous êtes secrétaire permanente du PUCA, j'adore cet acronyme, le plan d'urbanisme, construction, architecture depuis 2017. Déjà le PUCA, dites-nous en quelques mots ce que c'est. Alors vous l'avez dit, j'espère que vous adorez le PUCA en plus d'adorer son nom. C'est donc un organisme de recherche qui est essentiellement au ministère chargé du logement et de l'urbanisme, mais qui est en fait également la tutelle du ministère chargé de l'architecture, donc de la culture, et du ministère de l'enseignement et de la recherche, et du ministère du logement. Et en tant qu'organisme de recherche et d'expérimentation, on cherche à observer ce qui se joue dans les territoires au regard de l'application des politiques publiques, notamment celles dont on parle aujourd'hui, mais pas seulement. On regarde aussi comment les collectivités développent des stratégies d'accompagnement des solidarités, des mobilités, des transitions évidemment, mais pas seulement du développement économique local, etc. Et puis on travaille à progresser avec les professionnels de l'urbanisme et de la construction sur des enjeux contemporains. Donc à la fois en aval des politiques publiques
pour tester un peu leur application sur le terrain et apprendre finalement de ce qui se joue sur le terrain. Et ça, j'y reviendrai sur le ZAN. Et puis en amont des politiques publiques pour essayer de les améliorer. Et si on parle de construction, par exemple, ça peut être autour de la construction bas carbone ou sourcer, tracer, disons, dans les territoires, notamment autour de la question des circuits courts qui implique aussi d'utiliser en partie de la biomasse locale. D'accord. On vous entend assez mal. Donc on a donc ce rôle un peu... Attendez, on vous entend assez mal. Je vous demanderais de vous rapprocher du micro et de parler un tout petit peu moins vite. Ça pourrait peut-être améliorer les choses. Allez-y. Poursuivez. Oui, donc je disais, on joue un peu ce rôle de rotule ou d'articulation entre le monde de l'action, le monde de la recherche, dont on se sert pour éclairer un petit peu tous ces sujets, et l'administration centrale du ministère chargé de l'aménagement du territoire. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Donc, vous expérimentez, vous observez, vous testez. Qu'est-ce qu'il en est justement de l'introduction de ce zéro artificialisation nette, de cet objectif global de diminuer l'artificialisation? Comment il est mis en œuvre, comment il est pris en compte par les collectivités? Est-ce que les outils réglementaires sont déjà là? Est-ce que les SCOT, les PLU, les SRADET et autres l'ont déjà intégré, s'intègrent entre eux pour arriver à cet objectif de réduction de l'artificialisation? Ou est-ce qu'il y a des choses à faire encore pour harmoniser tout ça? Alors, je dirais qu'il y a en fait un problème d'articulation entre l'enjeu global, qui est très bien compris, et William Ocon en a parlé. Il y a une question de lutter contre l'érosion de la biodiversité qui est comprise globalement par l'ensemble des acteurs. Il y a cette idée d'injonction nationale qui est assez brutale du zéro artificialisation nette, qui est ressentie par les acteurs locaux en charge de l'urbanisme, que sont les collectivités, comme une injonction assez forte et assez peu outillée. Et on l'a vu d'ailleurs, les outils de mesure n'existent pas encore, on ne sait pas très bien ce qu'est l'artificialisation, mais quand même cette injonction apparaît très brutale pour des décideurs qui ont la responsabilité de gérer en fait la relation entre l'espace bâti et l'espace non bâti, puisque les permis de construire ils sont délivrés au niveau local. C'est terrible ce que vous dites tous. D'ailleurs, on leur demande de réduire une artificialisation dont ils ont peine à avoir une définition précise. Finalement, c'est ça. Donc, l'élu du peuple de la République est dans le flou. En même temps, il est aujourd'hui accompagné par un certain nombre de travaux qui sont conduits par le ministère de l'écologie, comme on l'a vu tout à l'heure, et de l'urbanisme d'ailleurs, parce que c'est le même ministère aujourd'hui, mais des travaux qui n'ont pas encore produit des outils très opérationnels. Notamment sur cette mesure de ce qui est artificialisé et ce qui ne l'est pas, de ce qui peut être compensé et comment, et donc du net en fait. On sait ce que c'est que l'artificialisation globalement, mais on ne sait pas ce que veut dire le net. Et moi, je m'intéresse à ce net. Et notamment dans l'expérimentation et l'observation des territoires, on regarde à quel point il est difficile de trouver les modèles économiques de cette zéro artificialisation nette. En particulier dans la ville moyenne, qui est un endroit où l'étalement s'est beaucoup développé depuis une trentaine d'années, parce qu'en fait les modèles économiques ne permettent pas le recyclage urbain, qu'il n'y a pas de demande immobilière pour habiter ou s'installer en centre-ville, et donc les aspirations des demandeurs de construction, que ce soit pour l'activité ou pour le logement, vont vers les périphéries. En fait, c'est la même problématique que pour la rénovation urbaine, que pour la résorption de l'habitat indigne, que pour la rénovation énergétique. L'ANA et l'ANRU ont un mal de chien à rénover les centres-villes. C'est exactement la même chose finalement. En tout cas, c'est là qu'il y a besoin d'une politique publique nationale. Et d'ailleurs, elle est en train de se dessiner avec des fonds d'aide à la revitalisation des friches, par exemple, et le plan Action Cœur de Ville. Mais on voit bien qu'il faut arriver à inverser les modèles économiques du développement urbain pour favoriser des projets de requalification d'espaces déjà urbanisés. Ouais, mais et en particulier dans ces villes moyennes. Comment on fait? Eh bien, on y travaille en ce moment par un certain nombre de démonstrateurs. Moi, c'est comme ça que je les appelle. Au plus cas, on va accompagner une dizaine de villes moyennes dans l'élaboration de leur stratégie ZAN pour justement identifier ces points de blocage et ces leviers possibles. On a quand même des aides financières importantes, par exemple de l'ADEME sur la dépollution des friches ou Action Cœur de Ville sur la requalification des centres-villes.
Mais ça ne suffit pas forcément si on n'entraîne pas localement les acteurs, si on n'a pas des opérateurs fonciers, si on n'a pas des promoteurs prêts à se lancer dans la requalification de patrimoine, par exemple, si on a un programme pour s'installer dans ces espaces, et peut-être si on ne recrée pas, en tout cas dans les villes moyennes, un marché immobilier de centre-ville, parce qu'il y a aussi un problème de qualité de ces espaces urbains en termes de confort de logement, par exemple. Et c'est là que le net a tout son intérêt, c'est on peut s'intéresser aussi à la renaturation, à la requalification urbaine par la végétalisation de ces espaces urbains, en les désartificialisant d'une certaine manière, pour compenser d'autres formes d'urbanisation qui seraient en périphérie ou en densification de zones moins denses. Ok. Julien Foss, le net, c'est ça, hein, on a l'artificialisation et c'est forcément de la compensation entre le brut et le net. Donc se pose la question de où est-ce qu'on l'implante, la compensation, et à quel coût, et avec qui? Est-ce qu'il y a un modèle économique de la compensation? La renaturation des sols n'est d'un strict point de vue biologique qu'une compensation écologique très imparfaite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez détruit une terre, par de l'imperméabilisation, notamment lorsqu'on a un goudronnage extrêmement important, vous avez des processus de stérilisation de la biodiversité dans les sols qui sont quand même très importants. Et donc, renaturer ne va pas permettre toujours de permettre à ce sol de retrouver ses fonctionnalités originelles. Donc moi, j'utilise pas le terme de compensation parce que d'abord, il y a d'autres compensations dans le paysage, et puis voilà, on n'a pas une véritable compensation. Donc il faut d'une part identifier les terres sur lesquelles ces processus de renaturation pourraient être mis en place, donc identification de friches industrielles, etc. Et lorsqu'on a réalisé ce rapport, on s'est rendu compte que cette connaissance fine de ces zones renaturables, elle n'était pas encore aboutie aujourd'hui. Il y a un vrai problème de connaissance là-dessus. Et ensuite, il faut inventer le modèle économique qui va bien pour rendre ça rentable, parce qu'on a des coûts de renaturation, notamment lorsqu'il y a de la dépollution, de la désimperméabilisation, de la déconstruction, qui s'élèvent très rapidement à 300-400 € du mètre carré. Donc on est loin quand même du prix d'une terre libre. Et il faut vraiment inventer le modèle économique qui va bien, les incitations économiques qui vont bien, y compris à l'aide d'aides publiques, pour rendre ça rentable et faire de cette renaturation un élément d'atteinte du zéro artificialisation net. Guillaume Sainteny, tout converge vers vous. On a beaucoup parlé, régime foncier, on a beaucoup parlé prix du foncier, on a parlé des friches. Là, les friches, les sénateurs, dans leur rapport sur la pollution des sols, se sont aussi intéressés sur les friches et sur la façon de les valoriser. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes plein de choses, en tout cas vous êtes le spécialiste en France de la fiscalité du foncier. Qu'est-ce que les propos que nous avons tenus jusqu'à présent vous inspirent, voilà. Question ouverte. Oui, question très ouverte, merci. Oui, peut-être quelques commentaires sur les choses qui ont été dites jusqu'à présent. D'abord, je suis assez frappé dans les diapos qui ont été présentés par France Stratégie de voir que le taux de vacances reste, si j'ai bien compris, stable à 8% dans les différentes hypothèses. Ce qui est un taux extrêmement élevé. Aujourd'hui, nous avons un taux de à peu près 9%, voire un peu plus dans certains endroits. Pour mémoire, l'Allemagne est à 4%. Beaucoup moins en Allemagne de l'Ouest. La Grande-Bretagne est à 3%, la Suisse est à 1,7%. Donc 8%, c'est un taux extrêmement élevé. Nous avons aujourd'hui plus de 3 millions de logements vacants. Nous en avons plus 50% dans les 10 dernières années et nous en avons 90 000 en plus par an. Ce qui veut dire que plus d'un quart des constructions neuves chaque année servent à vider des logements anciens. Donc, si on n'inverse pas ça et si on ne récupère pas une partie importante de ce parc vacant, il est évident qu'on va construire plus de constructions neuves qu'on en a vraiment besoin. Mais pourquoi il y a une telle vacance, Monsieur Sainteny? Il y a une raison économique? Oui, il y a plusieurs raisons.
alors, l'une d'entre elles a été dite, c'est qu'il y a une préférence pour le neuf par rapport à l'ancien. Il y a une préférence pour la maison individuelle par rapport au collectif, mais on remarque que dans les vacances, on est 50-50. Donc, c'est-à-dire qu'on a autant de maisons individuelles que de logements collectifs vacants. Et surtout, on a une fiscalité sur l'immobilier qui est croissante, avec une rentabilité locative brute qui, elle, s'effondre, puisqu'on a une augmentation du prix du foncier sans augmentation équivalente du prix des loyers. Donc, on a beaucoup tout simplement de logements qui ne sont plus mis en location. Donc, quand on peut mettre ça en rapport. Il était montré tout à l'heure que la France artificialise plus vite qu'à l'étranger, mais la France est aussi le pays qui a la taxation de l'immobilier la plus élevée. Et donc, ça n'est pas sans rapport, d'autant plus qu'on a tendance en France à favoriser fiscalement l'immobilier neuf par rapport à l'immobilier ancien. Ah bon? Voilà. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que j'écoutais avec intérêt ce que disait le représentant de la Convention citoyenne. William Aucan. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent en ce moment et qui devraient être, me semble-t-il, suivies par la Convention citoyenne, puisqu'elle s'est donné une tâche de suivi de ces propositions, et qui vont à l'encontre des axes qu'elle a proposés. On a par exemple, si vous voulez, pour prendre cet exemple-là, 3 dispositions fiscales dans le projet de loi de finances pour 2021, qui est en cours d'examen et de vote, qui sont des propositions qui risquent d'accentuer l'étalement urbain et l'artificialisation des sols. Pour ne prendre qu'un exemple, le Grenelle de l'environnement avait créé un mécanisme fiscal incitatif très intéressant qui s'appelait le versement pour sous-densité, qui était facultatif, c'est-à-dire que les maires pouvaient, dans certains endroits de leur commune, déterminer certains secteurs dans lesquels ils demandaient un seuil minimal de densité, par exemple près des gares ou dans les dents creuses, ou dans des quartiers qui étaient démolis et reconstruits. C'était facultatif, et en dessous de ce seuil minimal de densité, il y avait une taxation des gens qui choisissaient de construire moins dense. Et ce mécanisme, malheureusement, est supprimé dans le projet de loi de finances, ce qui est très étrange parce que ça va tout à fait dans le sens du zéro artificialisation nette et d'une favorisation de la densité volontaire, puisque c'est un mécanisme facultatif. Et dans le même sens, on a une exonération de la cotisation foncière des entreprises pendant 3 ans sur les nouvelles entreprises et les extensions d'entreprises, c'est pas mal, dont on comprend bien le principe. Non, on comprend bien le principe. L'idée, c'est de favoriser, de diminuer les charges fiscales pendant la période du Covid pour soulager les entreprises et de diminuer les impôts de production. Mais on choisit le seul impôt de production qui est basé sur le foncier. On aurait très bien pu diminuer les impôts de production qui sont basés sur les salaires, le travail, pour encourager l'emploi, par exemple, ou sur la valeur ajoutée, ou sur le chiffre d'affaires. Donc évidemment, ça ne va pas inciter les entreprises dans les 3 ans qui viennent à économiser l'espace. Bon. Et la troisième, la troisième mauvaise manière dont vous vouliez nous faire part, et je passerai la parole à William Aucan pour réagir derrière. Donc le VSD, le CFE et... Non, peut-être... Oui, allez-y. Ah ben, on vous entend plus. On a perdu Guillaume Sainteny. William Aucan, vous voulez réagir d'ores et déjà? J'ai pas votre retour son. Je suis désolé, William Aucan. Bizarre. Ah bah voilà, ça y est, c'est bon. Donc allez, vous étiez au courant de ça? Effectivement, on supprime le versement pour sous-densité. On favorise d'une certaine façon l'établissement d'entrepôts logistiques géants ou de data centers monstrueux en supprimant pendant 3 ans la CFE. Ça ne va pas dans votre sens, ça, monsieur Aucan? Alors moi je suis ravi d'avoir écouté Monsieur Sainteny sur ces points d'alerte, parce qu'il est vrai qu'effectivement 150 citoyens comme ça, même avec toutes les connaissances qu'on peut avoir, on ne peut pas couvrir tous les domaines, et les domaines de la fiscalité sont forcément à nous apporter via d'experts. L'idée aussi, alors Monsieur Sainteny a parlé de plan de loi et finances.
en fait, ce que j'ai cru comprendre, c'est que la loi dédiée à la Convention citoyenne va revenir en arrière sur beaucoup de choses qui ont été décidées sur ce plan de loi et finances. Donc, ce qui est un petit peu terrible, je pense, aussi, et un peu difficile à comprendre, que hier on dit ça et le lendemain on dit non, en fait, on abroge et on va dans l'autre sens. L'idée aussi à l'Assemblée nationale de pouvoir s'emparer du sujet pour compléter. Par contre, pour l'exonération des cotisations foncières, pour les grands entrepôts, en fait, et c'est devenu un petit peu un bras de fer entre les personnes de la Convention citoyenne et les ministères. L'idée est de réduire, de réduire l'impact des zones commerciales, et le mot entrepôt ne faisait pas partie textuellement du rapport, mais était bien dans l'esprit des mesures de pouvoir s'appeler de la proximité et de l'emploi via les petites boutiques de centre-ville. Enfin voilà, de ne pas faire concurrence. L'idée là, effectivement, c'est que le gouvernement danse un peu sur deux pieds entre les aspirations écologiques d'un côté qu'elle appelle, et aussi les intérêts économiques qui gravitent un petit peu autour. On peut pas encore juger sur cette action-là, vu que le projet de loi dédié de la Convention citoyenne se fait attendre. Mais c'est vrai qu'on sera très vigilant à ce que l'objectif de réduire l'étalement urbain soit maîtrisé par tous les moyens. Ouais, d'autant plus qu'il semble y avoir un appel foncier depuis le confinement, avec le succès des sites de vente en ligne et la sollicitation des data centers. Hein. Il y a une augmentation du nombre de demandes de permis de construire en Île-de-France pour des data centers. Madame Pesquy, vous avez levé la main. Je vois tout, hein, vous savez, même si vous êtes en vignette, je vois votre doigt se lever. On vous écoute. Un essai. Non, je voulais simplement rajouter cette mention du jeu d'acteurs, en fait, ouais. En tout cas la compléter par rapport à ce que vous disiez sur les SCOT, les PLU, etc. On voit bien qu'on n'est plus dans la concertation formelle entre les représentants approchez-vous du micro, Madame Pesquine, approchez-vous de votre micro et parlez un peu plus lentement. Tout à l'heure, c'était parfait. Ah bon. En fait, il est là, mon micro, mais je vais essayer de faire mieux. Vous avez le micro dans l'oreille. Ah oui, c'est pour ça. Non, je disais, il y a une vraie question quand on approche ce sujet foncier, ouais. De qui est propriétaire du foncier. Et donc, c'est plus seulement la fédération agricole locale ou la chambre de commerce qui doit intervenir dans le cadre du PLU ou du SCOT pour dire je veux préserver globalement, de manière un peu théorique, ces espaces. C'est désormais un vrai jeu d'acteurs, de propriétaires fonciers, pour mettre en œuvre le zéro artificialisation qui doit se mettre en place avec des propriétaires de zones d'activité ou des gestionnaires qui ont besoin d'infrastructures, par exemple, des propriétaires de lotissements ou de maisons individuelles dans des lotissements qui sont pas du flux d'étalement, mais bien du stock de villes constituées peu denses, dans laquelle on va devoir intervenir si on veut éviter l'étalement. Et puis, c'est question de qui sont les acteurs économiques de la requalification des tissus existants. Donc, des repreneurs et des investisseurs pour des friches ou des espaces à déconstruire ou à renaturer. Et donc, c'est là qu'on passe de l'étape de la planification, parfois très conflictuelle d'ailleurs, sur du foncier à ouvrir à l'urbanisation, à une étape plutôt de co-construction et de contractualisation qui peut être une des pistes du zéro artificialisation sur les territoires. Mais en tout cas, ça demande à se construire, à mon avis, très localement. Alors, et puis, j'avais une autre remarque. Oui, allez-y. Plus globale, pardon. Sur les chiffres qui ont été donnés au début sur l'artificialisation. Plus forte en France qu'en dans d'autres pays d'Europe. Je pense qu'il faut quand même aussi relever que la France est un pays où la démographie est dynamique, où les familles sont nombreuses notamment. Et donc, ce n'est pas tout à fait le cas ni de l'Allemagne, ni de l'Italie, ni de l'Espagne. Donc, on peut aussi prendre ce facteur, cet indicateur en tout cas, un peu d'équilibre du besoin, disons, de construction. C'est aussi un pays de tourisme, c'est aussi un pays d'infrastructure, un grand pays de transit. Donc, on a certainement des effets de recalage de ces besoins d'artificialisation par rapport à ce qu'est la France par rapport à ses pays voisins. Et si on rentre dans la carte de France, on voit bien aussi qu'il y a des espaces, d'une certaine manière, qui se, j'allais dire, réensauvagent, c'est-à-dire qui se
déconstruisent, où la démographie baisse, des villes qui perdent de la population, c'est la fameuse diagonale du vide, et d'autres qui en gagnent. Donc on peut aussi regarder à cette échelle intra-France, à l'intérieur du territoire français, comment s'équilibrent ces dynamiques. Voilà. Donc c'est difficile, je trouve, de partir de statistiques nationales et internationales pour travailler sur le ZAN de manière opérationnelle. On y reviendra. Territorialisation du ZAN et de ses objectifs. Guillaume Sainteny, ouf, nous vous avons retrouvé. Nous en étions au versement sous densité supprimé, au CFE oublié durant 3 ans. Et il y avait un troisième élément qui vous déplaît fortement dans l'actualité réglementaire. Non, il y en a. C'est pas qui me déplaise, c'est qu'il y a peut-être un défaut de cohérence entre cette volonté de lutte contre l'artificialisation qui est exprimée très clairement par le gouvernement, avec des prises de position très courageuses, des instructions au préfet qui sont très bonnes, etc., et des incitations qui vont dans l'autre sens. Et donc, par rapport à ce que disait M. Ocante, je doute fortement que la loi, qui sera l'expression des souhaits de la Convention citoyenne, revienne sur le PLF, puisque le PLF a été élaboré au cours de l'été, donc la Convention citoyenne avait déjà rendu ses propositions, et le PLF en général est le réceptacle pour toutes les dispositions fiscales. Et il y a des amendements qui ont été déposés pour essayer de revenir sur ces articles, qui ont été rejetés par le rapporteur général comme le gouvernement, donc je ne vois pas qu'ils puissent faire une marche arrière dans 15 jours ou 3 semaines. Peut-être je voulais rebondir sur 2 ou 3 choses qui ont été dites par Hélène Pesquine. D'abord, quand elle a dit tout à l'heure lors de sa première intervention qu'on manquait d'outils opérationnels, je ne suis pas entièrement d'accord, parce que je pense qu'il y a quand même des outils opérationnels. Le VSD, par exemple, en était un. On a aussi la possibilité qu'ont les communes de majorer la taxe d'aménagement jusqu'à 20% dans les endroits où elles veulent qu'il y ait plus de densité. On a aussi les SRADET, qui sont les schémas régionaux, donc un peu à l'image du SDRIF, dont on attendait beaucoup et qui se révèlent assez décevants parce qu'ils n'ont pas d'objectif très contraignant en matière de frein à l'artificialisation des sols. On a aussi, par exemple, les fameuses directives territoriales d'aménagement qui étaient des bons outils dont l'État pouvait se doter et qui aujourd'hui ne sont plus, non seulement ne sont plus, on ne met plus en vigueur de nouvelles, mais on est en train de supprimer celles qui existaient. Donc on voit qu'on a quand même quelques outils qui sont utilisables et qui sont soit peu utilisés, soit plutôt en train d'être supprimés ou d'évalués. Et par ailleurs, sur le jeu d'acteurs qu'elle mentionnait à la fin, je crois qu'il y a une chose qui est très importante de comprendre, c'est qu'on a en effet une catégorie dont on ne parle pas souvent, qui est la catégorie des propriétaires fonciers, qui ne sont pas forcément les mêmes que les exploitants agricoles, puisque en gros, les 3/4 des terres aujourd'hui sont en fermage en France, qui est une situation différente, par exemple, de l'Angleterre ou d'autres pays. Mais aujourd'hui, la situation réglementaire et fiscale pousse ces propriétaires à artificialiser. Pourquoi ? Parce que le prix de la terre est tellement bas en France qu'il est moins cher aujourd'hui que dans les années 70 et 80. Donc, en gardant un sol nu et naturel, un propriétaire ne peut pas gagner de l'argent, il ne peut pas faire de plus-value, il vend moins cher qu'il a acheté. Et deuxièmement, on a des terres qui sont en situation de rentabilité nulle ou négative après impôt, parce que d'abord, les loyers de fermage, comme vous savez, sont la moitié de ce qu'ils sont en moyenne en Europe. On est sur 130 € l'hectare à peu près, alors qu'on est en moyenne à 250 en Europe, et qu'on va jusqu'à 900 € en moyenne encore, c'est-à-dire que ça peut aller au-delà de 1000 aux Pays-Bas. Et on a des loyers de fermage qui augmentent moins vite que l'inflation, c'est-à-dire qui baissent en euros constants. Et en plus de ça, sur ces loyers de fermage extrêmement bas, on a une fiscalité extrêmement élevée qui a été encore accrue par la réforme fiscale de 2017, puisqu'on peut être taxé d'abord avec une taxe sur le foncier non bâti, ensuite avec une taxe sur la chambre d'agriculture, ensuite les revenus jusqu'à 62%, etc. Ce qui fait qu'on est très fréquemment en situation de rentabilité nulle ou négative. Donc l'intérêt objectif du propriétaire foncier, même s'il a, comment dirais-je, une manière d'être qui est favorable à l'environnement et au paysage, c'est d'artificialiser parce que sinon il est en situation de perte.
Et tant qu'on n'aura pas corrigé cette sous-rémunération du foncier non bâti et cette surtaxation du foncier non bâti, on aura des incitations évidentes à l'artificialisation avec des modèles économiques qui poussent à ça. Donc la Il faudrait fiscalité... arriver à trouver un moyen d'une rémunération faible mais correcte pour le porteur de foncier non bâti, c'est-à-dire le porteur d'espaces naturels qui rend un service à la société puisqu'il conserve des espaces, qui délivre des services écosystémiques. Et aujourd'hui, cette personne-là, on l'encourage à le faire, mais on le met dans une situation de non-rentabilité. D'accord. Donc Bercy envoie un mauvais message finalement. Avoir des infrastructures naturelles ne rapporte rien, vous fait payer plus d'impôts que si vous étiez, je ne sais pas, actionnaire d'une entreprise qui polluerait beaucoup. Le message, c'est ça le message? Aujourd'hui, oui, parce que ça n'est pas le job de Bercy de s'occuper de ça. Le job de Bercy, c'est de faire rentrer des sous dans les caisses. Et voilà, donc, mais je pense que ce sujet-là, en effet, mérite d'être posé et d'être corrigé. Et d'ailleurs, à ce propos, la taxe sur les espaces naturels sensibles pourrait être réaffectée à toute autre chose, Guillaume Sainteny. Oui, en effet, c'est également c'est l'article de mémoire 43 du projet de loi de finances qui prévoit, alors c'est très ambigu parce que c'est la principale taxe affectée à la biodiversité et au paysage en France, et il est prévu qu'à partir de l'an prochain, elle puisse également être affectée à la dépollution des sols et à la requalification des friches urbaines. Alors, dans un certain sens, ça va dans le sens de la désartificialisation, mais il faut bien voir que ce sont des travaux qui coûtent extrêmement cher et qui, par ailleurs, sont davantage visibles pour les élus. Donc, il y a un grand risque qu'une grande partie de ces recettes aillent à ces tâches-là, et donc n'aillent plus à ce qu'on appelle les espaces naturels sensibles, c'est-à-dire la biodiversité, les paysages, les sites, etc. Et donc, on a une diminution des ressources fiscales affectées à la biodiversité. Beaucoup de gens demandent à les augmenter. Bon, c'est difficile de les augmenter parce qu'il faut créer de nouveaux impôts, mais si au moins on pouvait ne pas baisser leur financement, qui est déjà très faible en France par rapport au financement climatique, ça serait une bonne chose. Donc, déshabiller Pierre pour habiller Paul n'est pas forcément la meilleure solution. D'autant plus qu'on a un principe pollueur-payeur dans la Charte de l'environnement qui mériterait d'être appliqué et de considérer que ce sont les responsables de la pollution d'un sol ou de l'urbanisation d'un site à désurbaniser qui devraient être contributeurs du financement de cette dépollution et de cette désurbanisation. Oui, puis on a aussi un principe de non-régression dans la loi de reconquête sur la biodiversité. Mais enfin bon, c'est autre chose. Julien Fausse, par rapport aux documents d'urbanisme et de planification, il y a une question. Merci aux internautes. Vous pouvez poser vos questions sur le site. Il y en a une d'Antoine Bonduel du réseau Action Climat. Comment faire respecter les SCOT et les SRADET? Ils n'imposent pas suffisamment de choses, ils ne sont pas assez directifs, il faudrait les renforcer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou c'est un problème de cohérence entre les textes qui s'empilent et qui peuvent rendre la chose extrêmement complexe, on verra ça tout à l'heure, pour les élus? Alors, juste avant de vous répondre, je voudrais revenir sur un point qui est celui de la démographie qui a été je vous ai vu réagir. Hein. Hélène Pesquine. Quand on regarde les données de long terme sur l'évolution de la population française par rapport au niveau d'artificialisation, ce sont les données de Terruti-Lucas, on a eu un accroissement de l'artificialisation de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers de l'ordre de 70% depuis 1981. Dans le même temps, la population française a cru de 19% uniquement. Donc il y a quand même un décalage et l'accroissement de la population n'explique pas, loin de là, à lui seul l'importance de l'artificialisation en France. Alors pour revenir sur les instruments réglementaires, le SRADET a été évoqué. Le problème du SRADET, c'est qu'il n'a pas de vocation prescriptive. C'est un instrument qui a été conçu pour mettre en cohérence les différents instruments de planification. Et ensuite se pose la question effectivement du contrôle des exigences ou des ambitions qui sont portées par SCOT, PLU, PLUI. Il y a quand même eu une circulaire l'an passé sur l'atteinte du zéro artificialisation nette, l'inscription de cet objectif dans un certain nombre de textes et d'instruments de planification, notamment les SRADET. Et les préfets sont quand même très vigilants à ce que cet objectif de lutte contre l'artificialisation soit inscrit.
Donc il y a quand même une dynamique qui va dans le bon sens, mais il y a sans doute effectivement une mise en cohérence et un contrôle qui pourrait être accru sur un certain nombre de ces instruments. Un contrôle, un retour au contrôle, ça va pas faire plaisir aux élus locaux, ça. C'est-à-dire qu'on renforce le képi du préfet ou au contraire, on trouve une autre structure qui viendrait vérifier si toutes les choses se font correctement. On va pas, enfin, là je parle vraiment à titre tout à fait personnel, on ne va pas remettre une couche de complexité administrative en recréant un instrument en plus. Mais il y a un moment où il va falloir faire des choix. On ne peut pas avoir un affichage politique extrêmement fort autour du zéro artificialisation nette si on n'a pas de l'autre côté une intégration pleine et entière de cet objectif par les élus locaux et par les maires et une inscription claire dans les ambitions de construction qu'ils peuvent avoir. Et donc ça passe aussi par éventuellement un accroissement du contrôle qui peut être assuré par le préfet. D'accord, voilà, comme ça c'est clair. Le préfet, certains disent, d'ailleurs on le sent, notamment en région Hauts-de-France, que le SRADET devrait être prescriptif, devrait récupérer le droit de dire l'usage des sols. Enfin, on va quand même vers, je le sens à force d'animer des débats, vers une remise en cause de, si ce n'est du droit de propriété, du moins à qui on confère le droit de dire l'usage des sols. Ça a été le maire depuis 82, c'est en train d'être remis en cause, mine de rien, que ce soit le préfet, que ce soit la région, l'interco, non ? Madame Pesquine, peut-être. Ouais. Le contrôle local par le préfet puisse être une solution. Peut-être parce que je suis par nature plutôt contre l'écologie punitive qui a des effets, à mon avis, délétères. Mais en quoi ce serait punitif, surtout depuis la loi SRU, ouais. On cherche à lutter contre l'étalement urbain, donc il y a exactement 20 ans. Mmh. Les préfets ont la charge du contrôle de légalité. Les PLU, les SCOT, les PADD ont été inventés pour ça. Mmh. Et on a continué d'étaler l'urbanisation. En fait, les injonctions contradictoires, elles s'appliquent sur le terrain autant aux préfets qu'aux élus. Mmh. Quand le préfet doit développer l'économie locale, qu'il a aussi des injonctions à faire vivre un territoire, qu'il a sous sa houlette également, le préfet de région, une direction du développement économique, des directions sociales, la protection du patrimoine, etc. Il est parfois lui-même dans une situation de devoir arbitrer en faveur de l'étalement. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est une solution. Je dis que c'est difficile de résoudre ces injonctions contradictoires sans se pencher sur le projet avec l'ensemble des personnes concernées. Et je ne crois pas que ce soit uniquement par une décision, je ne sais pas si on peut dire brutale, mais en tout cas réglementaire et rigide, qu'on résout ces injonctions contradictoires. Je pense que ça ne peut être qu'avec, encore une fois, des opérateurs compétents. Je suis d'accord que les outils réglementaires peuvent exister. C'est ce que disait Guillaume Saint-Denis, je suis tout à fait d'accord. En revanche, il n'y a pas partout des établissements publics fonciers, il n'y a pas partout des opérateurs d'aménagement urbain. Ce sont très largement les lotisseurs qui font le développement de la construction en France. Les opérations urbaines compactes telles que les prévoyait la loi SRU, elles n'existent que dans les métropoles, c'est les grands projets urbains. Et donc, il faut regarder sur le sol comment retombe cette question de l'injonction nationale à l'artificialisation zéro. Et d'abord, malheureusement, les préfets ne sont pas tellement dotés non plus en ingénierie territoriale. On ressort quand même de 20 ans aussi de réduction des effectifs de l'État territorial en matière de développement urbain et de développement des territoires. Et donc, moi, je ne crois pas personnellement, et j'appartiens à cette administration, j'ai fait du service déconcentré, je ne crois pas du tout au contrôle de légalité sur les zéro artificialisation nette. Mais bon, c'est bien d'avoir le débat. Bon, vous ne nous rassurez pas vraiment. Il y a une question d'Élise Bourmeau qui s'adresse sans doute à vous. Y a-t-il une animation interministérielle pour ce sujet des sols et de l'artificialisation pour veiller, par exemple, à la cohérence des textes en la matière par rapport au projet de loi de finances, au PLF? Manifestement non, si on en croit Guillaume Saint-Denis, mais est-ce que quand même il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose? Guillaume Saint-Denis vient de nous montrer qu'il y avait très peu de cohérence entre les textes, disons, favorables au développement économique. C'est très difficile pour moi de dire ça parce que je suis plutôt le chantre de la convergence économie-écologie en général.
Mais néanmoins, on peut considérer qu'il y a des divergences dans les décisions prises, notamment en période de crise économique, entre des objectifs de préservation et de protection et des objectifs de développement. Mais il faut aussi regarder localement, encore une fois, les besoins de développement des territoires. On a aussi besoin de construire du logement, on a aussi besoin de reconfigurer, de revitaliser les cœurs de ville, on a aussi besoin de réaménager des espaces d'entrée de ville. La question, encore une fois, je pense qu'il faut la regarder très géographiquement et localement sur la manière dont on peut faire mieux avec moins. Voilà, c'est plutôt comme ça que je dirais les choses, même si c'est difficile de donner une règle nationale. Certes. Et donc, en s'appliquant à travailler avec les propriétaires et gestionnaires de ces espaces pour que, d'abord, on gagne en végétalisation, parce qu'on sait que c'est bon pour le bien-être urbain en général, et qu'on gagne en densité, ou en tout cas en efficacité de l'usage des sols pour les fonctions urbaines, et de stockage naturel, d'agriculture, etc. Certes, mais encore faut-il, vous l'avez dit, suggérer qu'on ait des observatoires des sols, d'usage des sols, une cartographie précise, qu'on sache qui fait quoi. Ça, on ne l'a pas vraiment. Enfin, il y a la région Normandie, la SAFER Normandie qui a développé ça avec Vigisol. C'est en train d'être développé par l'Institut Paris Région et la région Île-de-France. Mais ça arrive tard. Julien Foss, il n'y a pas un observatoire, l'artificialisation des sols en France? Si, il y a un observatoire qui a été lancé l'été dernier, donc qui associe l'Institut géographique national, le CEREMA qui est sous le pilotage du ministère de l'écologie. C'est un enjeu essentiel, mieux connaître les dynamiques d'artificialisation, à la fois en termes de chiffrage, de quantification, mais aussi d'un point de vue qualitatif. Qu'est-ce qu'on a derrière ces processus d'artificialisation? Ça a été évoqué à plusieurs reprises. On a des processus qui sont différents, avec des impacts environnementaux qui sont différents. Et ça, c'est quand même très difficile à instrumenter. Et donc, il faut améliorer des connaissances, sans doute mieux utiliser les données de la télédétection, les images satellitaires pour avancer, mais ça reste difficile, ça prend du temps, et on est parallèlement confronté quand même à 2-3 urgences, notamment l'urgence climatique, donc il faut essayer d'accélérer tout ça. Oui, certes, on pourra en discuter. Monsieur Sainteny, il y a une question pour vous de Bernard Chevassieux-Louis, président d'Humanité et Biodiversité, qui sera parmi nous demain, je crois. Si le taux de fermage augmente, qui acquiert les terres si ce n'est pas rentable? Ah ben justement, je pense que ce qu'il veut dire par taux de fermage, c'est le loyer de fermage. Oui, c'est ça. Le problème, ce n'est pas tellement le loyer de fermage, c'est le cumul loyer de fermage bas et taxation haute. À partir du moment où l'État dit on divise par 2 le fermage par rapport à ce qu'il devrait être, c'est-à-dire qu'au lieu de toucher 250, vous touchez 130. La taxation du loyer de fermage devrait être aussi divisée par 2. Or, elle n'est pas divisée par 2. On est taxé, on touche 50 et on est taxé comme si on touchait 100. Et non seulement on est taxé comme si on touchait 100, mais en plus, depuis quelques années, l'indexation des fermages est à la baisse, alors que la fiscalité est à la hausse. Si on prend l'exemple de la réforme qui a eu lieu en 2017, elle a institué un prélèvement forfaitaire unique sur les revenus des actions, 30%, IR plus prélèvements sociaux, alors qu'on a augmenté de 1,7% chaque tranche. C'est-à-dire que quelqu'un qui a le même niveau de patrimoine et le même niveau de revenu sera taxé 2 fois plus s'il a des terres agricoles par rapport à celui qui aura des actions de sociétés pétrolières du Moyen-Orient qui ne profitent en rien à l'économie française, à l'emploi en France et à la recherche en France. Donc il y a vraiment là une incitation à vendre au plus vite ces terres agricoles ou à les urbaniser. Il y a d'abord un problème d'incitation générale et il y a ensuite le fait que l'État, qu'on ait des loyers de fermage réglementés, on est le seul pays en Europe avec la Belgique à avoir ça, ne s'accompagne pas d'une fiscalité incitative. Il y a un cas qui est encore plus frappant, c'est le cas où on peut avoir recours, ce qui est possible dans certains cas, au bail rural environnemental, qui est évidemment une bonne chose pour la gestion et l'entretien des territoires. Mais dans ces cas-là, les minimums fixés par arrêté préfectoral ne s'appliquent pas. C'est-à-dire qu'on n'est même plus à 130 au lieu de 250, on est sur du 30 ou 40 euros. Mais il n'y a aucun accompagnement fiscal. C'est-à-dire que la personne qui se prive volontairement de revenus et qui arrive à 30 ou 40, elle n'a pas de diminution de sa fiscalité. Elle est touchée, elle est taxée comme si elle touchait les 250, alors qu'elle ne touche même pas les 130, mais elle touche 30.
Donc évidemment, le statut du bail rural environnemental ne décolle pas. Oui, ça plus. Je voulais peut-être en profiter. Oui, ça plus, hein, juste une incise, la modicité des retraites des agriculteurs font qu'ils sont effectivement triplement incités à vendre leurs terres. Alors là, justement, c'est un point très important que vous soulignez parce qu'une grande partie des terres sont possédées par des agriculteurs retraités aujourd'hui. Oui. Il y a plus d'agriculteurs retraités que d'agriculteurs actifs. Et quand un agriculteur prend sa retraite, souvent les exploitations agricoles possèdent une partie des terres et en louent une autre partie. Et les agriculteurs qui prennent leur retraite gardent les terres qu'ils possèdent pour avoir un revenu foncier qui leur sert de revenu de complément à leur retraite. On sait que les retraites agricoles sont très basses. Mais justement, comme quand ils deviennent retraités agricoles, ils n'ont plus le statut d'exploitant agricole, ils perdent la fiscalité très favorable qui est la leur quand ils sont exploitants agricoles et ils se mettent à payer la fiscalité de tout le monde. Et là, ils découvrent à quel point cette fiscalité est élevée. Et donc, ce revenu foncier brut qu'ils espéraient comme complément de retraite ne joue pas parce qu'il est taxé à un niveau très élevé. Donc, diminuer la taxation des loyers de fermage serait aussi bon pour améliorer les retraites agricoles. Bon. Il y a une question pour vous de Claire Nioncel. Qui vous demande en gros, la question est longue, est-ce qu'il ne faut pas réformer les SAFER dans cet objectif? Les SAFER, on ne peut pas réformer les SAFER uniquement en tant que tel. Ça rentre dans un ensemble, dans un système où on a une agriculture qui est extrêmement administrée en France. Il y a probablement des bons aspects parce que ça permet d'offrir aux exploitants agricoles un foncier qui n'est pas cher. Mais la contrepartie de ça, qui avait été créée après-guerre, c'était qu'on offrait des incitations fiscales aux propriétaires de foncier rural pour qu'ils acceptent de mettre à bas prix ces terrains aux agriculteurs. En quelque sorte, ils jouaient un service de porteurs, d'acteurs non ruraux, porteurs de foncier rural, au bénéfice des agriculteurs exploitants qui mettaient à prix plus bas que si les agriculteurs étaient forcés de racheter ces terres, ce facteur de production. Cette incitation fiscale a disparu. Donc, ils ne sont plus incités à le faire. C'est ça qui ne va plus et cette disparition a été accentuée par les réformes récentes. Madame Moatti, pour continuer sur les sols, vous défendez l'idée d'asseoir finalement, hein, si je vous ai bien compris, les aménagements fonciers, de les asseoir en partie sur une notion de qualité des sols, si tant est qu'on ait les indicateurs suffisants. C'est ça ou je ne vous ai pas compris du tout? Oui, ce serait effectivement à peu près ça, oui. Oui, mais il faudra détailler un peu. Comment on pourra asseoir ça? Est-ce que ces indicateurs existent? Est-ce que ça veut dire que dans les SCOT, les PLU, il y a des terres qu'on s'interdirait de bâtir parce que quoi? L'idée serait d'avoir, plus qu'aujourd'hui, de documenter des indices de qualité des sols. Et en fonction de ces de prendre en compte ces indices pour effectuer les choix d'affectation, en fait. D'accord. Et ça a déjà été fait? Ça a déjà été expérimenté, ça? Alors, je crois que ça a été expérimenté, mais excusez-moi, je suis beaucoup moins spécialiste que l'ensemble des participants de cette table ronde. Il me semble que ça a déjà été expérimenté à un endroit ou deux. Je crois que c'est Tours et Aubagne, mais je ne suis pas sûr. Hein. Dans les SCOT, pour l'un, me semble-t-il, pour Tours et dans le PLU d'Aubagne. Madame Pesquine, vous êtes peut-être au courant? On ne vous entend plus, Madame Pesquine. Oui, allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que ça a déjà été expérimenté? Est-ce qu'on peut d'ailleurs légalement, réglementairement, introduire une notion de qualité des sols? Encore faut-il qu'il y ait les indicateurs, donc je repose la question. Est-ce qu'on peut adosser un SCOT et un PLU, un PLUI à une notion de qualité agronomique ou pédologique des sols? Alors, on peut l'étudier. Ça peut faire partie des études préalables au SCOT ou au PLU que d'identifier la qualité agronomique des sols. Donc, ça on peut le faire, donc. des indicateurs.
Est-ce que ça peut être opposable au sens où un propriétaire foncier, on pourrait lui refuser l'artificialisation de son terrain ou agricole au motif que c'est une terre particulièrement riche? Je ne suis pas sûre qu'on puisse aujourd'hui le faire. En revanche, ça rentre de plus en plus dans les stratégies des collectivités que de prendre en compte cette qualité agronomique, notamment dans le cadre des plans alimentaires territoriaux. Oui, les PAT. Qui existent à la fois dans les grandes villes, enfin, dans un certain nombre de métropoles, mais aussi maintenant dans des plus petites villes, qui s'appuient donc plutôt sur la négociation avec les acteurs agricoles du territoire pour éventuellement, y compris racheter des terres pour une partie de production qui serait rachetée par la collectivité au titre par exemple des cantines scolaires ou d'autres besoins d'alimentation locale. Donc ça peut être une stratégie des collectivités d'acquérir elles-mêmes du foncier agricole ou maraîcher pour ça, c'est le cas de Nantes par exemple, ou alors de travailler à la valorisation des terres agricoles avec les exploitants au motif justement de ne pas étaler davantage le projet de territoire urbain. Et ça se fait de plus en plus à Bordeaux, à Nantes, à Lille, autour de ce qu'ils ont appelé leur stratégie de métabolisme urbain. Ils ne parlent pas que d'alimentation, mais aussi de tout ce qui est ressources en eau, déchets, matériaux de construction, etc. Donc, il se crée quand même des stratégies économiques notamment autour des métropoles, sur ces questions de préservation de la ressource et donc de préservation des terres susceptibles de fournir cette ressource. Donc les mais PAT... ça va avec Oui, allez-y. Oui. Allez-y. Pardon, ça va avec l'idée d'être un donneur d'ordre important et donc un acteur économique aussi de cet équilibre entre exploitation pour de la ressource brute, on va dire, et utilisation du sol pour d'autres fonctions urbaines. Mais ça se fait par exemple à Strasbourg, autour de la filière bois, il y a tout un échange, un système de réciprocité avec la filière bois des Vosges, parce que la ville de Strasbourg utilise ce bois pour de la construction dans le cadre de son projet de développement. Donc on voit se former des contractualisations et des interdépendances assumées par les métropoles urbaines autour de cette question de ressources. Ça a d'abord commencé par l'alimentation, donc là on est sur le sol agricole, et ça va vers d'autres ressources qui sont éventuellement issues de terres naturelles. Donc les PAT peuvent être un moyen de circonvenir les choses, de dire l'usage des sols, en tout cas de mettre en œuvre d'une certaine façon le ZAN. Monsieur Foss, vous confirmez? Les PAT peuvent effectivement inciter à la préservation de terres agricoles au sein ou autour des villes et donc à protéger ces terres, oui. Après se pose la question qui a été évoquée en pointillé tout au long de cette, de cette table ronde, c'est la mise en cohérence globale des politiques publiques. Il faudrait une vision totalement systémique et cohérente entre politique fiscale, politique alimentaire avec les PAT et puis atteinte de l'objectif zéro artificialisation nette. Pour des raisons historiques et pour des raisons structurelles, il est toujours difficile de proposer de mettre tout ça en musique autour d'une grande vision globale. Donc oui, les PAT pourraient y contribuer à cette préservation des terres, mais ils n'ont pas été forcément conçus pour ça, et donc ça reste à améliorer sans doute. Mais du coup, est-ce que ça risque pas les PAT, les systèmes de compensation, de renforcer le fossé réel ou supposé entre la ville et la campagne? La campagne se retrouverait dans l'impossibilité de se développer parce qu'elle aurait l'obligation d'accueillir des aires de compensation et puis de servir de bande de maraîchage pour les villes. Est-ce que ce n'est pas un risque social et politique, ça? Je pose la question à tous et à toutes. Je pense pas. Enfin, je veux dire, si risque il y a, c'est un risque qui se gère. En tout cas, c'est un risque qui peut se prendre quand même. Reste à savoir quelles sont les structures et les politiques d'accompagnement qu'on met en place pour qu'il y ait un équilibre harmonieux derrière tout ça. Moi, je pense pas que tout ce qui s'est dit jusqu'à présent puisse conduire à figer les terres agricoles et à figer les campagnes pour les mettre totalement au service de la ville. Il y a des logiques économiques en plus qui sont sous-jacentes qui évitent ce genre de risque. Donc non, je ne pense pas que ce soit un risque majeur. Madame Moati, ce n'est pas un risque que vous avez, parce que vous êtes un institut de formation, vous recevez beaucoup de gens. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit depuis le début de cet entretien, qu'est-ce que vous sentez qui monte? Quelles sont les appréhensions, l'appréhension des gens pour le sujet de l'artificialisation, la territorialisation de la décision, la mise en cohérence des documents d'urbanisme et
et de planification. Quelles sont les demandes? Qu'est-ce que vous ressentez de la part des stagiaires que vous formez au sein de... Alors, je ne sais pas comment on prononce votre acronyme, du IEDAT? L'IEDAT, Eh oui, ben c'est voilà. moins joli que le PUCA, je suis désolée. Bon, ça se Mais, tient quand même, ça se prononce bien en tout cas. On vous écoute. Mais je crois que dans nos auditeurs qui viennent des collectivités, ce qui a sur le thème des noms contradictoires est très très fortement ressenti. Mhm. On voit bien que, enfin, j'ai le sentiment, et peut-être que vous me contredirez, mais qu'il y a quand même cette aspiration, cet objectif du ZAN se traduit de mieux en mieux, même si c'est évidemment toujours perfectible, dans les outils réglementaires et au fond dans tout ce qui vient encadrer le pouvoir d'urbanisme du maire, que ce soit évidemment les protections d'espaces remarquables type loi littorale, loi montagne, les protections d'espaces agricoles protégés, etc. Mais tout ça, c'est quand même qu'une toute petite partie du territoire. C'est surtout toute la problématique de la hiérarchisation, de l'intégration des documents d'urbanisme avec le PLUI, le PLU intercommunal, le renforcement des SCOT, le renforcement des contrôles, même si, notamment sur les terres agricoles, même si ça ne semble pas extrêmement efficace. Et puis toutes les dispositions qui ouvrent la possibilité d'enrager la densification dans les PLU ou dans les PLUI. Donc voilà, tous ces instruments existent, se renforcent, se développent. Et puis à côté de ça, on a tout un système d'incitation, et ça a été parfaitement bien expliqué, notamment par M. Sainteny, à la fois d'incitation fiscale et de signaux prix économiques qui vont complètement à rebours de ça. Dans les incitations, on a cité la fiscalité sur le foncier non bâti qui est finalement très, très défavorable à la non-artificialisation, alors qu'en regard de ça, on a des encouragements fiscaux à la construction qui continuent de ne pas discriminer, d'être complètement aveugle à l'économie des sols. C'est-à-dire qu'on continue à avoir des encouragements financiers à la construction sur des sols non bâtis et non imperméables. Donc voilà, ces contradictions sont assez douloureusement ressenties. Et je dirais que par rapport à En revanche, il me semble que des projets de territoire comme ceux qui se nouent autour des projets alimentaires territoriaux, des PAT, etc., sont au contraire plutôt de nature à remettre de la cohésion entre les territoires, plutôt qu'à les faire diverger. Ils ne sont pas nécessairement uniquement pilotés par les métropoles qui asserviraient les périphéries rurales à leur profit. Ils sont également saisis dans des contrats de réciprocité par les territoires plus ruraux. Donc là, il me semble qu'il y a des instruments plus contractuels, plus souples, qui permettent réellement de changer les choses, parce que l'attention à la question foncière, en fait, il est extrêmement forte. William Aucan. Oui, pardonnez-moi, je vous ai coupé. Ça, c'est le temps de latence entre l'image et le son. William Aucan, une question pour vous. La Convention citoyenne parle d'objectifs de réduction de l'artificialisation brute qui semble, pour notre internaute, qui s'appelle CT, je ne sais pas qui se cache derrière, essayez de découvrir, qui semble être pour lui plus compréhensible. Quelle est la différence entre enfin voilà, pas la différence, je vais reformuler la question. C'est quoi l'artificialisation brute, selon vous, et au regard de tout ce qui vient d'être dit?
Écoutez, l'artificialisation brute, pour nous, on a pris la définition qu'on s'est un peu accordée ce matin, c'est-à-dire tout ce qui était maîtrisé par l'homme et tout ça. Mais j'aimerais quand même un petit peu réagir après tout ce qui a pu être dit, et quelque chose aussi qui, au-delà même des politiques publiques, est à comprendre. C'est ce qui a motivé à la Convention citoyenne beaucoup de mesures, et la façon dont on a pris la délicatesse ou même la main ferme sur certaines des mesures. C'est la question de la justice sociale qui pour moi est importante aussi de souligner dans le modèle de développement qu'on a apporté par rapport à la restriction, la limitation de l'étalement urbain. C'était l'idée de se dire qu'au final, vous voyez, les citoyens, la Convention citoyenne, ça a été le cas de débat houleux qui dit, dans le groupe Se Loger, vous voulez nous interdire de pouvoir construire nos maisons, de pouvoir utiliser les voitures et tout ça. Et en fait, c'était l'idée aussi de se dire que c'était pas le but. En fait, le but de beaucoup de citoyens, c'est d'avoir cette maison-là. Et tout à l'heure, vous l'aviez évoqué assez justement, qu'avec la crise du Covid, les gens veulent partir des grandes villes et tout ça. Je pense que les grandes villes, comme l'avait dit un jour Christian de Portzamparc, les grandes villes continueront à exister. Elles sont là depuis très longtemps. Et la densité aussi est un terme qui la densité est un terme qui a fait soulever beaucoup de débats à la Convention citoyenne, mais des experts qu'on a rencontrés nous disent qu'on peut très bien avoir une densité en mettant juste un étage au-dessus d'une maison en Vendée. Là où je veux en venir, c'est que dans l'accompagnement et dans le développement, il y a nécessité aussi de changer de modèle. C'est de se dire que, nous, les architectes, et les urbanistes, on peut proposer des quartiers qui sont dans l'économie de foncier, qui sont dans la volonté de ne pas recréer des nouveaux réseaux, de se reconnecter à l'existant, de pouvoir faire émerger de l'habitat. C'est le fait aussi d'être concurrentiel. Si on veut se préserver des terres agricoles, si on veut se préserver des terres naturelles, il faut aussi pouvoir montrer qu'on peut habiter sur d'autres modèles qui viennent grignoter toutes ces terres. Et qu'on peut aussi avoir des modes de vie adaptés au fait qu'on est économe en foncier. Je pense que l'idée uniquement voilà. Oui, puis économe en foncier, ça veut dire économe en transport, ça veut dire économe en diesel, ça veut dire c'est le principal, ça peut être le principal budget pour les populations les moins aisées. Ce qu'on gagne en habitant à l'extérieur, on peut le perdre en partie par les trajets quotidiens que l'on a à faire. L'étalement urbain a un coût en énergie et en finances familiales. Guillaume Saint-Denis, un petit mot de la fin. Si vous voulez brancher votre micro. Allô ? Oui. Vous m'entendez pas ? Si, on vous entend. Oui. Non, pour nuancer un peu ce qui a été dit tout à l'heure par Hélène Pesquine, je crois, sur la régulation. Moi, je pense quand même que les préfets ont un rôle très important à jouer. Je crois au contrôle de légalité. Je rappelle que Xynthia, la Faute-sur-Mer, on était en loi littorale. Et oui. Si le contrôle de légalité avait bien été fait, on n'aurait pas eu ce drame. D'autre part, les préfets, comme elle le disait très bien, doivent faire en sorte que les différentes politiques publiques soient conciliables sur le territoire. Je remarque que certains d'entre eux ne le font pas. C'est-à-dire que je fais référence à des conversations que j'ai eues avec des maires qui ont des obligations de construction de logements sociaux. Je prends l'exemple de certaines communes où ces obligations sont très difficiles à remplir. Prenons l'exemple d'une commune mondialement connue qui est Auvers-sur-Oise. Auvers-sur-Oise, ils sont à 7% de logements sociaux. Ils sont en zone inondable, donc PPRI, en zone de carrière, donc PPRN, 100% en parc naturel régional, 100% site inscrit, une ZPPAU, 7 sites classés avec leur périmètre de protection. Quand la maire va voir le préfet lui dit « débrouillez-vous ». C'est pas ce qu'on peut attendre d'un préfet, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans des cas comme ça, je pense que le préfet doit aider la commune à résoudre ce type de problème. Et je rappelle qu'on a aussi un rapport de la Cour des comptes sur le logement social
qui nous dit qu'une diminution du taux de vacances dans le logement social apporterait davantage de logements sociaux qu'une année de construction. Donc là aussi, on a de la marge sur une vacance qui est trop importante. J'avais oublié une question, donc je vous la lance. Julien Foss, réponse très rapide. Est-ce qu'il y a des bonnes idées à prendre chez nos voisins européens? Et c'était une question Internet que je voulais vous poser. Oui, alors pour le coup, pour répondre rapidement, il y a l'exemple suisse qui est souvent évoqué. Ouais. Il y a eu un ensemble d'instruments qui ont été mis en place, de planification très locale, etc. Et de combinaison entre instruments de planification et puis instruments fiscaux qui sont intéressants. Il y a d'autres exemples en Allemagne également. Donc oui, il y a des initiatives, en tout cas des combinaisons d'outils fiscaux et de planification qui sont très intéressants et qui ont conduit à des réductions importantes de consommation de terre. Voilà, donc oui, ces exemples existent et ils sont très intéressants. En effet, je vous invite à regarder, mesdames, messieurs les internautes, ce qui se passe dans le canton de Genève. Merci à tous. Claire Tutenuy, le mot de la fin du mot de la fin, c'est pour vous. Merci beaucoup. Écoutez, je crois que l'objectif de ce webinaire est atteint. C'était de montrer que c'est compliqué. Et je pense qu'on ressort tous avec plus de questions que de réponses et une beaucoup plus claire perception de la complexité des enjeux réglementaires, des enjeux fiscaux, des logiques économiques de différentes catégories d'acteurs. C'est l'objectif. Le but n'était pas d'apporter toutes les réponses, mais au contraire de faire en sorte que des gens d'horizons différents travaillent ensemble sur les mêmes questions et sur ces questions systémiques. On voit que chaque fois, on a un système qui devrait évoluer dans le bon sens, à court terme et à long terme. Demain, rendez-vous pour la suite, et c'est un autre système pas moins compliqué, puisqu'on va, d'ailleurs on en a un tout petit peu parlé aujourd'hui, si on monte le prix des fermages, ça se reproduit, ça se répercute dans le prix de la nourriture. Est-ce que les fermiers français seront encore compétitifs? Donc on a une suite logique, et on verra ce sujet aussi demain. Demain, donc, matinée consacrée à l'agriculture, avec bien sûr la question de comment gérer bien les terres, mais avec aussi quelle culture, est-ce qu'il faut intensifier pour produire plus et répondre aux demandes qu'on voyait hier, est-ce qu'il faut produire mieux pour avoir plus d'absorption de carbone, plus de biodiversité et de respect de l'eau. Et donc voilà, demain est un autre jour, mais tout aussi passionnant qu'aujourd'hui. Et on vous dit donc merci beaucoup et à demain. Merci, à demain.